8 milliards 600 millions de francs CFA débloqués par le budget national pour réaliser le palais des sports de Bamako. Le complexe de 5000 places dédiées à plusieurs disciplines a été inauguré cet après-midi par le président de la République. Des passagers désormais soulagés, des marchandises en souffrance qui franchissent désormais la frontière Mali-Sénégal. Le mouvement de grève de chauffeurs sur l'axe Bamako-Dakar a pris fin hier vendredi. Le sport foot au tour préliminaire, retour de la Ligue des Champions, dernière mise en jambe des Blancs de Bamako qui affrontent demain dimanche ici le Sporting Club de Praia Cruz de Sao Tomé et Principe. Selagatou Cissé est allé prendre le pool du stade malien de Bamako. Voilà les titres de cette édition, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Tout d'abord, sachez que le président de la République a quitté Bamako cet après-midi pour Nouakchott en Mauritanie. Il a été accompagné à son départ par le Premier ministre, des membres du gouvernement. Il y avait également plusieurs personnalités à l'aéroport international de Bamako-Sénou. Ibrahim Boubacar Keïta participera demain à la première réunion des chefs d'État sur le Sahel. Là-bas, il sera essentiellement question de sécurité et de développement. Les chefs d'État des pays concernés devront arrêter les mécanismes appropriés pour assurer la mise en œuvre et le suivi des décisions. Avant donc de partir pour la Mauritanie, c'est le ministre des Affaires étrangères qui était reçu cet après-midi par le chef de l'État, Carole Bildt, et Ibrahim Boubacar Keïta ont échangé sur le processus de sortie de crise et de l'apport de la Suède à travers l'Union européenne et les Nations unies. L'hôte du jour a affirmé que son pays suit avec beaucoup d'intérêt l'évolution du processus de mise en place des institutions maliennes. Le ministre suédois des Affaires étrangères à sa sortie d'audience est au micro de Aluseni Touré. Pour pouvoir aider le Mali, nous avons une agence de développement, ça fait plusieurs années, et nous sommes là pour contribuer à l'assistance du système des Nations Unies et de l'Union européenne pour notre contribution. Nous allons voir les possibilités de pouvoir faire vraiment mieux, en plus de notre assistance habituelle. J'ai été vraiment très impressionné par les initiatives prises et l'avancement dans la restauration de l'état de droit et de l'autorité de l'État. Et nous sommes en train de voir les voies et moyens pour pouvoir vraiment soutenir et avancer dans le domaine des opérations de maintien de la paix. Quand vous faites allusion à ce qui s'est passé en 2012, je vois que des progrès importants ont été établis parce que la Constitution, les élections présidentielles, les législatives, et ça c'est des avancements vraiment notoires à considérer. Et avant cette audience à Koulouba, le président Ibeka était à l'SAI 2000 en Delaï où il a inauguré le nouveau palais de sport désormais opérationnel. Le complexe de 5000 places est entièrement climatisé et remplit toutes les conditions nécessaires pour pratiquer plusieurs disciplines. 8 milliards 600 millions de francs CFA ont été investis pour sa réalisation. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a beaucoup insisté sur la bonne gestion et l'entretien du palais des sports. Khalifa Nama Traoré est allé voir pour moi l'actualité. Une infrastructure sportive de plus au Mali. Le palais des sports tant attendu est enfin là. Majestueusement installé en zone ACI 2000 sur 3 hectares, 8 arts, 54 centières, il comprend une aire de jeu principale, des locaux pour l'administration, des salons, une infirmerie, 2 terrains annexes, bref, des commodités pour la bonne pratique des sports de salle. Il constitue une fierté pour le monde sportif, mais surtout pour la commune qui l'abrite. C'est une première qu'un joueur d'une grande valeur soit construit et inauguré dans notre commune en faveur de la jeunesse malienne. Cela démontre à suffisance toute l'importance que vous accordez au développement du sport et de la jeunesse en général. Avec l'avènement de ce palais, nous avons une infrastructure ultramoderne, aux dernières normes, qui permettra aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes, de pratiquer ou de voir pratiquer leur sport favori. Ce faisant, je pense aux pratiquants et amateurs de basketball, de volleyball, de handball, de tennis de table, d'arts martiaux, qui trouveront en ce lieu un temple à eux dédié. Quelle meilleure manière d'encourager la pratique sportive que d'offrir aux pratiquants un temple. Ce palais des sports ultramoderne et multifonctionnel offre par ailleurs
un cadre adéquat pour abriter les grands événements marquants de la vie culturelle et sociale de notre nation. Il permettra de résoudre le problème de siège auquel de nombreuses fédérations sportives nationales sont aujourd'hui confrontées. Fruit de la coopération sino-malienne, l'infrastructure aura coûté au budget national environ 8,6 milliards de francs CFA. La partie chinoise peut bien se réjouir de l'assistance qu'elle a apportée. La Société Générale d'Outre-mer de Chine, COVEC, en tant que constructeur de cette infrastructure, a déployé des efforts inlassables et surmonté de nombreuses difficultés pour achever les travaux en assurant une bonne qualité. Même pendant la période de la crise, l'entreprise COVEC restait toujours sur le chantier et maintenu l'avancement des travaux. L'entreprise chinoise a manifesté à travers cette opération sa pleine foi au Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta apprécie, lui, à sa juste valeur, ce nouveau palais des sports, mais veut que bon usage en soit fait. Le sport étant ce qu'il y a de plus nécessaire à la santé d'un peuple, à son dynamisme, à son progrès, voilà encore un autre fleuron de la coopération sino-malienne que nous inaugurons ici aujourd'hui. Et donc, merci à la République populaire de Chine. Vive l'amitié entre la Chine et le Mali. J'espère simplement que ce joyau que nous avons inauguré ici aujourd'hui sera géré très correctement. Je le dis sans aucune espèce d'ambiguïté. Il se peut que je vienne ici à l'improviste. Si je trouve que cette salle n'est pas entretenue, la direction n'aura pas à m'expliquer. Je prendrai mes responsabilités. Et le ministère également aussi. Il est temps que dans ce pays, on sache tenir nos engagements et que les lieux publics soient tenus correctement. Surtout quand ce sont des lieux qui doivent accueillir notre jeunesse pour son développement sportif. Donc je mets le plus grand prix à l'entretien futur de ces locaux, à la gestion future de ces locaux. Donc nous avons ici un joyau aujourd'hui que nous inaugurons, que j'espère trouver en l'état chaque fois que de besoin. Je crois qu'il est bon, il est temps que le Mali sache entretenir les espaces publics, les équipements publics à vocation de développement sportif et culturel. Nous ne sommes pas un peuple de laisser aller. Avec ce palais, les sportifs se doivent de hausser leurs performances, dixit Ibrahim Boubacar Keïta. Je les envie. Je les envie parce qu'ils ont ce que leurs dévanciers n'ont pas eu. Ils ont une salle de sport absolument aux normes requises. À eux maintenant de mouiller le maillot. Et pourvu que les trophées viennent en nombre requis, en nombre souhaité, et je ne doute pas de leur qualité, les cadettes l'ont prouvé. Ce qu'elles ont fait, d'autres peuvent le faire aussi, les aînés peuvent le faire. Donc, allons-y pour la conquête des trophées. Et je gage que nos équipes nationales, à partir de cette salle, feront encore mieux que par le passé. Je compte sur la Fédération malienne, sur l'ensemble du sport malien, Habib et son équipe, et tous les autres, pour porter toujours plus haut le drapeau du Mali. La salle abritera dans quelques jours son tout premier grand événement sportif, le tournoi de la paix, de l'amitié et de la solidarité. Autre sujet phare de l'actualité nationale, la fin hier à Bamako de l'atelier préparatoire des négociations pour la paix et la réconciliation nationale. Les différents mouvements armés du nord du Mali ont exprimé leur volonté d'aller à une paix durable et définitive dans le septentrion. Ensemble, ils s'inscrivent dans le processus en cours. Ils sont pour le cantonnement, le désarmement et les négociations intermaliennes. Nous avons Mohamed Mahmoud El Oumourani, qui est le président de la convergence des mouvements associations arabes. Il est au micro de Mohamed Ould Mamouni. Nous avons été à Ouagadougou pour signer les accords qui doivent préparer les élections présidentielles et législatives. Donc, nous avons accepté l'intégrité du Mali, la souveraineté du Mali, et nous avons accepté de nous engager dans le processus de paix
qui va nous ramener la paix dans le Nord, qui va ramener le vivre ensemble entre toutes les communautés du Nord. Nous acceptons tout le processus. Nous disons que nous acceptons tout le processus qui va conduire à la paix. On ne peut pas aller à la paix si on ne désarme pas, si les gens ne deviennent pas des citoyens normaux dans ce pays. Donc l'objectif final, c'est l'unité du Mali, la paix dans le Mali, la souveraineté du Mali. Voilà notre objectif et nous sommes prêts à nous engager dans toutes les initiatives qui mènent à cet objectif. Pour la première fois que le processus a été rapatrié au Mali, nous le soutenons. Nous soutenons que les négociations se déroulent entre Maliens sur le territoire du Mali. Il n'y a absolument aucun obstacle à ça. Nous ne voyons que des intérêts pour ça. Nous le soutenons et nous sommes décidés à apporter notre contribution. Et voilà des Maliens qui se rencontrent, qui se parlent et surtout qui se comprennent, et ça se passe en terre malienne. Et puis le forum de Bamako qui s'est achevé ce soir, mais déjà hier, les débats ont porté sur la stratégie de développement accéléré et la création d'emplois dans le Sahel. Un reportage de Lamine Keita. Parmi les grands défis à relever dans le Sahel, il y a le développement et la création d'emplois pour les jeunes. C'est conscient de cet état de fait que les organisateurs du forum ont mis un accent particulier sur le thème d'aujourd'hui, stratégie de développement accéléré et création d'emplois dans le Sahel. Il faut qu'il y ait une véritable osmose entre le secteur privé et le secteur public. Trop souvent, il faut un développement séparé et ça ne peut pas marcher. Les pays développés ont un dialogue permanent, continu, structuré, même musclé parfois, entre le secteur public et le secteur privé, pour ensemble aller vers un développement commun. Et il faut qu'en Afrique, qu'on soit au Mali ou ailleurs, on puisse bâtir ce véritable dialogue, cette osmose entre les deux. Nous avons un destin lié. L'État ne peut se construire sans le secteur privé. Pour avoir une politique, il faut les moyens de sa politique. Et seul un secteur privé riche, florissant, qui connaît une croissance, une compétitivité. Pour certains experts au développement ayant pris part à ce forum, l'espoir est permis pour la bande sahélo-sahélienne. C'est possible, mais c'est non seulement possible, mais c'est surtout indispensable. Le Sahel, en fait, pour booster son environnement économique, doit d'abord construire des institutions fortes, mais ça n'ira pas non plus sans leadership éclairé. Donc il faut une vision, un leadership, des stratégies et des institutions. Donc très compliqué, beaucoup de travail, mais c'est possible. Un enjeu de taille pour les pays du Sahel qui sont aujourd'hui confrontés à de multiples problèmes, dont l'insécurité, le chômage des jeunes, le développement tout court. Le recteur de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako était hier après-midi face à la presse. Abdoulaye Diarra a fait le détail de la situation qui y règne et des problèmes, il y en a. Manque d'infrastructures, pléthore des effectifs, grèves multiples, manque de transparence. Et l'on parle aussi là-bas de cas d'exclusion, un reportage de Garibou Pérou. Les dossiers de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako sont brûlants selon son recteur Abdoulaye Diarra. Les problèmes existent à tous les niveaux. Face à la presse, le recteur promet désormais d'engager le jeu des principes d'égalité et de transparence afin de donner à cette université une place honorable. À la faculté de droit privé, ils ont évalué près de 1000 étudiants non inscrits. On a constaté que des numéros normaux attribués à des étudiants normaux ont été extraits pour attribuer à des étudiants anormaux et les faire passer. Nous avons constaté que certains étudiants exclus sont au nombre de 90 à peu près. Après vérification, ces étudiants passaient. Nous avons constaté que des étudiants qui devaient composer en première année ont composé en deuxième année. J'ai constaté que dans ma faculté, on distribue des attestations sur la base de ces résultats provisoires. Ces résultats peuvent-ils avoir un sens juridique sans la signature du recteur? En plus de tout cela, cette université dispose d'un système d'Artémis. J'ai relevé des agents que moi je peux relever. Et j'ai demandé la sanction des agents que moi je ne peux pas sanctionner. Et les 3000 étudiants exclus parce que le fichier n'a pas reconnu leur nom. Il y a un terminal ici
qui enregistre les inscriptions de tous les étudiants à l'Université des sciences juridiques et politiques. Le recteur n'exclut pas les étudiants. Le recteur est là tout simplement pour vérifier si les résultats que les facultés donnent sont conformes à la réglementation en vigueur. L'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako compte aujourd'hui 34 000 étudiants. Ils sont encadrés par moins de 400 professeurs. Mais à quand le démarrage effectif de l'année académique? Comment rattraper les cours perdus? La situation reste préoccupante. Le Conseil national du patronat du Mali tenait ce matin à son siège son assemblée générale annuelle. L'organisation fêtière de groupements professionnels rencontrait ses membres au moment où le secteur des affaires sort d'une période d'hibernation de la grave crise généralisée que le pays vient de connaître. À l'heure donc de la reprise économique, l'occasion était opportune pour ces patrons d'entreprise et leurs groupements d'anticiper pour épouser le rythme de ce retour à la normale. Le rendez-vous portait également sur l'examen et l'adoption du rapport d'activité 2013, la présentation du rapport financier de l'exercice écoulé et le point d'exécution des recommandations de la dernière Assemblée générale. Pour 2014, le Conseil national du patronat du Mali mettra l'accent sur la relance du secteur privé malien. C'est un reportage de Abdrahman Maïga. Après la période de turbulence due à la crise politico-sécuritaire, le Conseil national du patronat du Mali se porte de plus en plus muet. Cet état de fait se justifie aisément par le retour de notre pays à la normalité et la reprise de sa coopération avec les partenaires techniques et financiers. Pour appuyer le Mali dans son ascension post-crise, le patronat malien entend s'investir en 2014 dans une relance économique. Notre organisation, le CNPM, doit plus que jamais accroître sa capacité d'anticipation. Tout au long de la crise politico-sécuritaire que le pays a connue, le CNPM, conformément à sa mission, a été à l'avant-garde du combat pour préserver le secteur privé malien. Cette préservation du secteur privé, plat de résistance de la présente Assemblée générale, constitue de nos jours un défi que les entreprises se doivent de relever à tout prix. Pour cela, elles doivent changer de fusil d'épaule avec à la clé créer plus d'opportunités et tirer le maximum de profit. Le groupement professionnel doit à cet égard impérativement se doter d'instances et d'organes dirigeants compétents, à hauteur de mission et d'ambition. Pour en arriver là, les participants à cette Assemblée générale vont discuter autour des réalisations de 2013 du Conseil, analyser le rapport d'activité et le bilan financier de l'exercice écoulé. En plus de cela, des discussions autour des difficultés suivies, des recommandations sont des points également inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. La 22e session de l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale à Madère s'est également tenue ce matin à son siège. Le bilan des activités réalisées en 2013 et les perspectives pour 2014 sont les points qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Les administrateurs de la Madère ont aussi parlé de projets portant sur l'électrification rurale par système hybride, le suivi régulier et le traitement des dossiers relatifs au gaz hybride, le suivi régulier et le traitement des dossiers relatifs au gaz à butane, un reportage de Agali Aguissa. Cette 22e session donne l'occasion aux administrateurs de l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale à Madère de plancher sur le bilan des activités réalisées et de faire une projection sur celle de l'année en cours. Au titre de l'année 2013, le budget arrêté à plus de 2,331 milliards de francs CFA a été réalisé à hauteur de 87,52%. Les dépenses estimées à plus de 8 milliards de francs CFA connaissent une réalisation de 86,29%. Un tableau financier qui a permis à l'agence de surmonter les nombreuses difficultés liées à la crise qu'a connue notre pays et de poursuivre sa mission de promotion de l'énergie. Pour le volet énergie domestique, malgré le manque de ressources financières pour le volet demande, on note avec satisfaction la remontée régulière par les différents acteurs de données sur les produits et les équipements. Il faut par ailleurs noter le suivi régulier et le traitement des dossiers relatifs au gaz butane. Cependant, pour le volet offre, les activités n'ont pas été mises en œuvre. En ce qui concerne le volet électrification rurale, les activités ont porté essentiellement sur la réalisation des projets d'électrification rurale par système hybride financé par la KfW et le suivi des projets déjà réalisés dans le cadre du financement PEDASB. Les activités des deux volets devraient toutefois connaître un regain de vigueur au cours du premier semestre 2014.
Les perspectives de 2014 s'annoncent déjà bonnes, avec notamment la réalisation de certaines actions de partenariat. Il s'agit entre autres de la signature des accords de financement du projet Système hybride pour l'électrification rurale, de la sélection et l'annonce du financement du projet d'électrification rurale soumis au Fonds d'Abu Dhabi pour le développement, ainsi que du rétablissement des dotations du budget spécial d'investissement en faveur de la Madère, dotations dont, il faut le rappeler, nous dépendons encore largement pour notre fonctionnement. Le nouveau président directeur général se réjouit également de la régularisation de la situation des fonctionnaires qui ont atteint la date limite de leur détachement et le recrutement de 3 autres agents. Les rémunérations qui avaient subi une forte réduction en 2013 ont été restaurées. Pour la relance du projet régional de l'amélioration de la qualité des cures et pots, le comité de suivi de l'agence d'exécution a besoin de près de 500 millions de francs CFA. L'annonce a été faite à la 5e session du comité d'exécution du projet. Cette session se tenait à la Direction nationale des productions et des industries animales. Les administrateurs ont évoqué les acquis du projet et identifié les défis à relever. C'est un reportage de Fatoumata Kone. Dans le cadre de l'amélioration de la qualité des cures et peaux brutes, le gouvernement a obtenu en 2005 le financement d'un projet de valorisation de cette filière. Presque à terme, le projet régional de l'amélioration de la filière cure et peaux a besoin de soutien. C'est pourquoi un seul mot est inscrit à l'ordre du jour de cette 5e session du comité de suivi de l'agence d'exécution du projet. Il s'agit de faciliter le financement pour la bonne relance de la filière. Pour la première phase, c'était un financement de 214 millions. La deuxième phase, notre préoccupation, c'est de valoriser cette production que nous avons eu à améliorer. Et là, il s'agit de soutenir un peu les unités de transformation, notamment les industries de tannage, pour qu'ils améliorent la transformation, aller un peu au-delà des produits semi-tannés qu'ils produisent actuellement, un peu plus d'$1 million que nous sommes en train de rechercher auprès du cadre intégré pour pouvoir continuer le projet. Pour la promotion de la commercialisation et la valorisation de la filière cure et peau, les acteurs se sont fixés des objectifs spécifiques. Dans le cadre de l'amélioration de la qualité des cures et peaux brutes, 15 nouveaux ouvriers des abattoirs, 50 apprentis bouchers et 10 collecteurs de cures et peaux ont été formés dans les techniques d'habillage et conditionnement des cures et peaux. Dans la zone d'intervention du projet, on peut se satisfaire de la qualité des peaux ovines et caprines avec une production de 80%, seulement 20% des cuirs sont produites sans défaut d'habillage. Le projet pour la valorisation de la filière des cures et peaux concerne 4 pays. Il s'agit du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal et du Mali. À l'Office du développement rural de Sélingué, la prévision s'élève là-bas à plus d'1,253 milliard de francs CFA. C'est ce qui va permettre à l'ODRS d'accroître la production agricole dans sa zone d'intervention. C'est là une révélation faite par les administrateurs. Ils étaient réunis hier pour leur 19e session. Un reportage de Daouda Sidiki Diarra. Les travaux de cette 19e session du conseil d'administration de l'Office de développement rural de Sélingué, ODRS, ont été essentiellement consacrés à l'analyse des réalisations faites par cet office au cours de la campagne agricole écoulée. Aussi, son programme d'activité 2014-2015 a été examiné et adopté. La campagne agricole 2013-2014 s'est déroulée en zone Office de développement rural de Sélingué dans un contexte socio-économique globalement favorable. Elle a été caractérisée par une situation alimentaire normale dans un contexte socio-politique relativement stable, des difficultés financières, le faible niveau d'équipement des producteurs. Malgré ces difficultés, l'Office a obtenu des résultats probants. 47 000 tonnes de céréales, dont 18 000 tonnes 400 pour le riz, 4 790 tonnes de légumineuses alimentaires, 11 250 tonnes de tubercules, 7 600 tonnes de fruits et légumes. La capture de plus de 1 700 tonnes de poissons, dont 1 190 tonnes ont été commercialisées. La production d'une quantité importante de miel. Dans la même lancée, le programme d'activité 2014-2015 de l'Office de développement rural de Sélingué va s'articuler autour d'un certain nombre d'actions prioritaires.
Nous avons des infrastructures qui sont dégradées. Donc cette année, nous allons investir pour réhabiliter ces infrastructures et de faire en sorte que nous augmentions les surfaces cultivables en mettant l'accent sur un meilleur encadrement et en utilisant des semences appropriées et à haut rendement. Donc c'est ce que le Conseil a recommandé. Par conséquent, il y a une mobilisation financière. Donc la mobilisation financière, l'État a mis à notre disposition une enveloppe de 1,250 à peu près millions de francs CFA. Donc ce montant va nous permettre non seulement de réhabiliter nos infrastructures et d'assurer une production. L'Office de développement rural de Selengue est un établissement public à caractère administratif créé en 1996. Il est placé sous la tutelle du ministère du Développement rural. Et nous restons avec les activités du monde rural, cette fois-ci avec le ministre délégué auprès du ministre du Développement rural chargé de l'élevage et de la pêche qui était cette semaine à Diéman, en première région. Sur place, le docteur Nango Dambélé a visité le marché à bétail construit par le PADESO, le projet d'appui au développement durable de l'élevage au Sahel occidental à hauteur de 600 millions de francs CFA. Et dans cette zone où l'activité pastorale est intense, les éleveurs ont également réussi de nouvelles races à travers l'insémination artificielle. Toutefois, il y a le manque d'eau et la cherté de l'aliment bétail qui pèsent sur ces éleveurs. Mahamadi Aloubari, correspondance. Cette première visite du ministre délégué auprès du ministre du Développement rural chargé de l'élevage et de la pêche a permis à Nango Dambélé de voir les réalisations faites par le PADESO, singulièrement le marché à bétail de Diéman. Le cercle de Diéman est une zone agro-silvopastorale où on dénombre plus de 152 000 têtes de bovins, 76 000 ovins et 101 000 caprins. Pourquoi Diéman? Parce qu'à ce niveau, par rapport à la prise de l'infrastructure par les populations, a atteint un certain niveau qu'il faut le montrer aux autres pour que ça constitue un exemple pour amener les autres à imiter les gens de Diéman. Dans ce marché à bétail de Diéman, plus de 300 000 têtes sont exposées et leur prix varie entre 300 000 et 700 000 francs CFA. La délégation ministérielle a été impressionnée par le travail abattu par les éleveurs pour avoir des animaux de qualité. Aussi, le ministre a eu une séance de travail avec les acteurs de l'élevage. Au cours des échanges, il a été question des problèmes d'eau, d'aliments bétail et la transformation du dit marché en un marché multifonctionnel. J'ai vu de très belles bêtes qui ont été embouchées au Mali ici. Et je ne croyais pas qu'on pouvait avoir de tels animaux à notre niveau, de très belles races. Et je pense que ça, c'est un effort qu'il faudrait peut-être encourager. La première préoccupation, c'est le problème d'accès à l'eau au niveau du parc. Il est important qu'on ait une motricité à énergie solaire parce que motricité humaine, ça ne suffit pas pour abreuver l'ensemble des animaux qui passent par ce parc et ensuite aussi pour les besoins de consommation humaine. L'autre problème qui a été soulevé, c'est le problème de l'accès à l'aliment bétail, surtout pour les embouchères qui coûtent extrêmement cher et donc on a pris bonne note. Le ministre et sa délégation espère que le marché à bétail de Diéman, réalisé par le PADESO, peut contribuer à réduire l'insécurité alimentaire et à l'allègement de la pauvreté par l'augmentation de façon durable des productions animales et des revenus des agro-éleveurs. Il durait depuis maintenant une semaine le mouvement de grève des transporteurs routiers maliens à la frontière d'Iboli qui dira, et ces derniers protestaient contre des mesures arrêtées par les autorités sénégalaises, les obligeant à se ravitailler en carburant sur le territoire sénégalais. Mais voilà, tout est maintenant revenu à la normale. Les gros porteurs et cars de transport en commun en provenance de Dakar étaient visiblement ce matin partout à Caille, résultat de négociations entre les autorités sénégalaises et une délégation malienne qui vient de séjourner à Dakar. C'est une correspondance de Siaka Konaté. Des centaines de gros porteurs et de cars de transport en commun sont restés bloqués pendant près d'une semaine à la frontière Mali-Sénégal à cause d'un mouvement de grève des transporteurs maliens. Ceux-ci veulent protester contre les tracasseries qu'ils subissent sur le territoire sénégalais. Le trafic paralysé sur cet axe, ce sont les passagers qui font les frais. L'ambassadeur du Sénégal au Mali, à travers son consulat à Caille, a dépêché sur place une mission pour leur venir en aide en leur donnant à manger et à boire pour soulager leurs souffrances. Nous avons reçu quand même des instructions émanant de l'ambassadeur du Sénégal à travers M. Ban, le consul honoraire, maintenant qui m'a chargé d'aller à Kidira, secourir quand même aux passagers qui sont là-bas, que ce soit les Sénégalais ou Maliens,
bon, nous avons fait quand même quelques gestes là-bas. Les transporteurs ont déclenché cette grève lorsque les Sénégalais leur ont imposé de s'approvisionner en carburant sur le territoire sénégalais. En raison du coût très élevé des produits pétroliers au Sénégal, ils préfèrent les faire au Mali pour les voyages aller-retour. Depuis longtemps, les autorités sénégalaises nous demandent pourquoi nous n'achetons pas de gasoil dans leur station. Je leur ai dit que mon patron est un pétrolier. Il me donne ma consommation pour le voyage aller-retour. Les transporteurs ont mis fin à leur mouvement vendredi dernier après un accord conclu entre les autorités sénégalaises et une délégation malienne composée des représentants du Conseil malien des chargeurs, du Conseil malien des transporteurs routiers CMTR et de la directrice générale des entrepôts maliens au Sénégal. Assekasso, c'est le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui présidait hier la clôture des travaux de la retraite scientifique des investigateurs et autres chercheurs de la santé. La rencontre initiée par le Centre de développement des vaccins avait pour but de partager les résultats des essais de vaccins réalisés contre la méningite appelée MEN-Afrivac. MEN-Afrivac, voilà, je le prononce maintenant bien. MEN-Afrivac, correspondant de Daouda Diakité depuis Sikasso. L'objectif de cette retraite scientifique qui a duré 3 jours était de partager les résultats des essais réalisés sur le projet du vaccin contre la méningite appelé MEN-Afrivac. Un projet mis en œuvre par le Centre pour le développement des vaccins du Mali à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Après la campagne, les premiers essais ont montré qu'on peut vacciner entre 1 an et plus, jusqu'à 29 ou plus. Aujourd'hui, notre souci majeur, c'était les moins d'1 an. Alors que si la méningite vient, la méningite ne fait pas de sélection. Ça commence des 0 à plus. Donc on a dit vraiment les tout petits, il faut faire en sorte qu'ils aussi puissent trouver leur compte. Et donc on a vraiment terminé l'essai sur les tout petits. Et on a partagé les résultats. Les résultats sont très encourageants. L'initiative soutenue par l'OMS vise à renforcer les activités de recherche en vue de réduire considérablement la mortalité maternelle, néonatale et infantile liées aux maladies épidémiques, notamment la méningite. On pense que ces résultats vont avoir un poids, surtout dans la protection du petit enfant. Et on voudrait vraiment que ces résultats soient utilisés pour que tous les enfants maliens puissent avoir une protection nécessaire en matière de vaccination. Nous espérons que ces résultats vont nous servir pour nos décisions futures. Le message que j'ai à lancer, c'est d'abord un message de rigueur, parce que la recherche, c'est la rigueur. Une fois qu'on se trompe dans la recherche, l'application ne pourra pas produire les effets bénéfiques attendus. Les recommandations issues de la retraite scientifique de Sikasso devront contribuer à un meilleur contrôle des challenges pour les études futures, stimuler les activités de recherche en santé et réduire les infections évitables par la vaccination. Plus de 74 millions de francs CFA, c'est le coût total pour la réalisation d'un projet dénommé Projet d'appui à la lutte contre les pires formes de travail des enfants dans l'agriculture. Projet lancé dans la capitale du Saint-Taureau ce mercredi. Il est le fruit du partenariat entre la MAPROS et l'ONG suédoise Diakonia. Et ce nouveau projet devrait favoriser une synergie de croisade contre l'exploitation et le travail des enfants dans 3 communes, des cercles de Sang et de Massina, correspondance au Fousseni Samaké. Le projet d'appui à la lutte contre les pires formes de travail des enfants dans l'agriculture ainsi lancé à Santoro aura une durée d'1 an pour un coût total de 74 375 000 francs CFA. Il est financé par les ONG Association malienne pour la promotion du Sahel AMAPROS en partenariat avec l'ONG suédoise Diakonia. Ce projet vise la protection des enfants dans la commune de Massina du cercle de Massina, Sang et Wallon dans le cercle de Sang, contre les pires formes de travail des enfants dans les domaines agro-silvo-pastoral. Ce projet va s'appesantir pour l'essentiel, la sensibilisation des porteurs de devoirs pour un changement de comportement par rapport à l'utilisation des enfants dans les pires formes de travail, la mise en place et la formation des parajuristes. Avec AMAPROS, nous avons plein de projets comme ça à travers le pays pour essayer de faire de l'enfant un enfant qui a des droits, faire de l'enfant un enfant qui puisse jouir pleinement son devenir, mais pas des enfants qui sont exploités, pas des enfants qui sont utilisés pour des fins économiques. Cette initiative permettra non seulement de renforcer les acquis précédents en matière de promotion des droits de l'enfant, mais aussi et surtout favorisera un éveil de conscience des responsables et acteurs de l'épanouissement des enfants
dans les communes d'intervention du projet. Cette nouvelle initiative ne fera que nous aider dans nos tâches de tous les jours, car les droits de l'enfant en général, et particulièrement celui de la lutte contre le travail des enfants en ses pires formes, a été et se trouve être au cœur du programme de développement des nouvelles autorités de notre pays. Rappelons que Amapros et Diakonia mènent depuis 13 ans une lutte contre le travail et l'exploitation des enfants à travers des programmes pour la promotion des droits humains et la démocratie à la base au Mali. Une mission de haut niveau de la FAO vient de séjourner dans la cité des 333 Saints. Elle portait sur la campagne agricole 2013-2014 jugée mauvaise, donc une action de prévention pour renforcer les activités financées par l'organisation internationale et du coup préparer les réponses appropriées pour le bonheur des populations là-bas. Correspondance Adama Djimde. Avec les autorités régionales, la mission de haut niveau de la FAO a échangé sur la campagne agricole jugée mauvaise. Au Jardin de la Paix, une trentaine d'associations féminines exploitent ce périmètre maraîcher encadré par l'ONG locale AMSS, Association malienne pour la survie au Sahel. Après la libération, avec les partenaires financiers comme la FAO et Agro-Action Allemande, on a eu vraiment la nécessité de voir comment faire revivre ces femmes pour au moins relancer dans les activités économiques, surtout au niveau du maraîchage, au niveau de la paix. Sur place, le directeur des opérations d'urgence et de réhabilitation de la FAO à Rome a eu un entretien avec les femmes sur leurs préoccupations liées à l'eau et aux semences. À Toya, situé à 20 km de Tombouctou, 150 femmes exploitent 2 hectares, toutes spéculations confondues. Choux, salades, tomates, oignons et betteraves. Ici, la FAO a beaucoup contribué pour le financement. La population attend encore de l'organisation internationale pour la prochaine campagne. Sur le plan agricole, nous attendons de la FAO un appui consistant en semences, en engrais et en gasoil. Bien sûr, il y a aussi la réparation des motopompes. Notre objectif est d'essayer d'appuyer dans toute la mesure du possible les communautés dans l'optique de la prochaine campagne agricole qui démarrera en juin à travers la fourniture d'intrants agricoles, mais aussi à travers un appui aux pasteurs, aux éleveurs qui ont été aussi fortement affectés. Pour la recherche de la paix et de la cohésion sociale dans la région de Mopti, Tombouctou et Gao, Caritas, Allemagne et le ministère allemand des Affaires étrangères, BMZ, s'engagent aux côtés de Enda Mali. Cette synergie a donné naissance au projet YAFA, autrement dit, pardon, et financé à hauteur de 255 millions de francs CFA. YAFA sera exécuté dans 16 des 24 communes de la région de Gao. Après Ansongo, un forum intercommunautaire vient de se tenir à Bourem à ce sujet. Il a regroupé les leaders d'opinion des 5 communes du cercle de Bourem, correspondance de Drissa Koné. À travers ces forums, Enda Mali et ses partenaires visent à asseoir de façon durable un vrai espace de dialogue. La rencontre de Bourem, qui a regroupé une centaine de participants, s'est tenue dans un respect mutuel. Le projet YAFA consiste à 2 grands volets. Le premier volet consiste à la réconciliation des communautés et le second volet consiste à réinsérer les enfants utilisés dans les conflits armés. Au terme des travaux, un comité intercommunal de la réconciliation a vu le jour. Il est composé de 25 membres qui auront la tâche de mettre en œuvre les différentes thématiques d'approche développées au cours de la journée. Il s'agit d'identifier les acteurs locaux susceptibles de contribuer à une dynamique d'écoute et de réconciliation. Nous allons développer des approches, des stratégies par lesquelles on puisse s'asseoir sur la même table. Comme par avant, il n'y a pas de différence entre nous pour qu'on élabore les stratégies, les différentes stratégies de communication et d'interpénétration entre nos différentes communautés. Le projet YAFA, qui a débuté en août dernier, durera 9 mois. Après Bourem, c'est Andera Boukane dans le cercle de Menaka qui est la prochaine étape. Le projet YAFA est financé par Caritas Allemagne et le ministère allemand des Affaires étrangères BMZ dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao pour un coût global de 255 millions de francs CFA.
Une cérémonie de prestation des serments des ingénieurs conseils s'est tenue cette semaine. C'était donc jeudi à la salle Boubacar Sidibé de la cour d'appel de Bamako. Une vingtaine au total. Ces ingénieurs conseils ont pour mission d'assister les maîtres d'ouvrage dans la bonne exécution des différents chantiers, le déroulement normal des opérations de contrôle en vue d'assurer des normes requises aux ouvrages. Après la prestation des serments, ces ingénieurs ont été aussitôt renvoyés dans l'exercice de leurs fonctions. La prestation des serments, c'était donc jeudi dernier à la cour d'appel de Bamako. Maintenant, le sport, football. Compétition africaine des clubs, l'AS Real de Bamako s'est qualifié pour le tour suivant de la Ligue des Champions. Les réalistes qui ont fait match nul, 2 buts partout au Maroc, se sont contentés des nuls cet après-midi, 1-1 contre les forces armées royales du Maroc. Un score suffisant qui permet aux Scorpions de Bamako de se hisser au tour suivant. Le compte rendu de la rencontre joué au stade Modibo Keïta, et c'est avec Al Djoumatina. L'AS Real de Bamako obtient son ticket pour le 16e de finale de la Ligue africaine des champions. Finalement, le match nul de 2 buts partout décroché à l'aller au Maroc face aux forces armées royales a été décisif en fin de compte, puisque la rencontre retour a été également soldée par un match nul d'1 but partout. Au but des Noirs et Blancs de Bamako à la 7e minute par Souleymane Koulibaly, intervient l'égalisation marocaine à la 51e minute par le Rumien Saladin Akal. Ainsi, ce score d'1 but partout fait le bonheur des Scorpions qui avaient marqué plus de buts à l'extérieur. Je suis très content. Je suis très content parce que vous savez, d'abord pour les supporters du Real et après pour le public malien parce que vous savez, ça fait des années que le Real ne s'est pas trouvé, plus de 20 ans que le Real ne se retrouve pas à ce niveau. Et je pense que si on parvient à passer non seulement à jouer cette compétition, mais à passer le premier tour, je pense qu'on a fait quelque chose de, je dirais pas de grand, mais on a fait un pas. J'ai le regret pour la rencontre de l'aller. On a joué nos chances jusqu'au bout, comme vous l'avez remarqué. On a égalisé et on est revenu et on a failli même marquer un deuxième but contre une équipe que je félicite. Nous restons toujours en sport, football. Demain dimanche, sur le stade malien de Bamako qui reçoit le Sporting Club de Praia Cruz de Sao Tomé et Principe. C'est au compte du tout préliminaire retour de la Ligue des Champions. Après sa défaite 3-2, le stade malien doit montrer un meilleur visage pour se hisser au 16e de finale. Notre reporter Siragatou Sissé s'est rendu à Sotuba pour constater l'ambiance d'avant-match. De retour de Sao Tomé dans l'archipel, le stade malien de Bamako évacue progressivement la frustration. Le match a raté et les péripéties du voyage se lisent sur le visage des joueurs. L'heure est à la remobilisation. Ça discute beaucoup et le mot d'ordre reste la victoire pour accéder en 16e de finale. J'espère que mentalement, les joueurs auront digéré la défaite à laquelle on ne s'attendait pas en jouant ce premier match. Et puis dans un deuxième temps, que le voyage qui a été long et assez difficile ne laisse pas trop de traces. Je pense qu'on a la possibilité de se qualifier ici. Voilà, si on a un peu fauché au match aller, c'est pas un peu manque d'inattention. Je pense qu'on va se ressaisir. Dimanche, le stade malien de Bamako jouera un match décisif. Battu 3-2 à Sao Tomé, les Blancs savent à quoi s'en tenir. Un but, un seul suffira aux hommes de Pascal Janet. Malgré la défaite, on a vu que l'équipe avait bien joué là-bas. C'est bon. On ne dirait pas que c'est la faute à l'arbitre. On met la balle dans notre camp. Donc c'est à nous maintenant, déjà on a marqué 2 buts. Il suffit d'un seul but pour la qualification. La pression et la peur de quitter la compétition dès ce tour préliminaire hantent l'esprit des joueurs. L'adversaire, le Sporting Club da Praia Cruz de Sao Tomé, fondé en 1929, a à son tableau de chasse au plan local 9 titres de champion. Avant cette victoire étriquée 3-2 au départ du stade malien de Bamako, le Sporting Club a obtenu 2 succès en championnat, d'où sa 2e place au classement, 18 points après 7 journées dans les jambes. On va donc retenir Stade malien de Bamako, Sporting Club de Praia Cruz de Sao Tomé et Principe, c'est demain dimanche. C'est à partir des 17h et c'est au stade Modibo Keïta. Et puis cette perte pour le monde sportif malien, Bakary Samake dit Bakary Djan, communément appelé
Piantoni, décédé hier vendredi à Kati. Il avait 79 ans et il a été le premier capitaine du stade malien de Bamako. Et les Aigles du Mali, Bakary Samaké, a été accompagné à sa dernière demeure par ses parents, ses amis, le monde du football malien. Un reportage de Mamoutou Dante. Un autre géant du football malien vient de disparaître. Bakary Samaké, dit Bakary Djan, commandeur de l'ordre national du Mali, est décédé vendredi 14 février 2014. Bakary Samaké est né en 1935 à Kati. En juin 1961, il fut le premier capitaine vainqueur de la Coupe du Mali avec le stade malien de Bamako face au Djeliba AC. Bakary Samaké, dit Piantoni, a été également le premier capitaine des Aigles du Mali. Je suis l'un des premiers entraîneurs du Mali, j'étais l'adjoint de l'entraîneur national Marcy. On garde de lui un souvenir vraiment d'un homme de bien. J'ai été son coéquipier pendant des années. Il a joué depuis 1960 jusqu'à 1965. Cet homme qui vient de partir, c'était mon grand frère. Pendant tout le temps que nous avons joué en équipe nationale, en tant que capitaine, je l'ai beaucoup admiré puisque, en tant que petit frère, il me donnait beaucoup de conseils. Il était très sage, Piantoni. Même quand le match se basculait, il tapait nos épaules. Allez, de courage, il faut qu'on gagne le match. Bakary Samaké, dit Bakary Djan, fit valoir ses droits à la retraite en janvier 1990. C'est là, après avoir occupé plusieurs fonctions, notamment agent comptable à la BIAO à Bamako, à la BDM à Gao, à Koutchala et à Bamako. Il a été accompagné dans sa dernière demeure par plusieurs amis, anciens footballeurs et l'ensemble du monde sportif malien. Bakary Samaké laisse derrière lui des épouses et plusieurs enfants. Dors en paix, Bakary Djan. Merci d'avoir suivi ce journal. Le prochain rendez-vous avec l'info sur notre chaîne, demain, 13h, avec Amadou Sankaré. Mais avant, à partir de midi, vous avez Actu Hebdo et nos invités. Le docteur Nuhu Wan, il est le président de la Société malienne de cardiologie. Et puis, monsieur Abdallah Koulibaly, fondateur et vice-président du forum de Bamako qui s'est achevé cet après-midi à Bamako. Merci de rester sur leur thème. Excellent week-end.